Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science se parle. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'article de Mediapart et de l'enquête de la PHM sur l'IHU marseillais et sur les fraudes possibles et falsifications scientifiques possibles. Et pour ce faire, je vous ai lu un texte parce que je ne voulais pas me perdre aussi dans les citations de ce qu'ils disent. Donc je vous lis le texte que j'ai écrit qui est ici et que vous retrouverez aussi sur le blog. Donc vous aurez le lien en description si jamais vous voulez l'imprimer, le partager ou pas. Ce sera peut-être plus facile pour certains ou le mettre en statut Facebook. Mes amis, le sujet est sérieux. Sérieux certainement, drôle possiblement. Rassurez-vous, vous comprendrez bientôt pourquoi j'emploie le terme drôle. Dans les dossiers d'enquête de la PHM sur les méthodes scientifiques et managériales du professeur Raoult et des chefs de pôle de l'IHU marseillais, des membres du personnel se mettent à table. Et ne boudons pas notre plaisir, presque notre victoire. Certaines déclarations sont croustillantes. L'un déclare qu'il est mal à l'aise face, ouvrez les guillemets, à des pratiques scientifiques et éthiques regrettables. Un autre va plus loin, en expliquant, et là à nouveau les guillemets s'ouvrent, qu'il n'y a pas de véritable science derrière les publications de l'IHU depuis des années. Le chercheur que je suis s'interroge sur ce terme, véritable science. Que souhaite nous dire l'auteur de ces propos? Il faut lire plus avant. Ce médecin poursuit par cette terrible affirmation. Les résultats présentés doivent correspondre aux hypothèses faites par Didier Raoult. Stupeur et tremblement. Soyons honnêtes. Depuis longtemps, la stupeur nous a quittés lorsque l'on parle de cet institut. Les résultats doivent correspondre aux hypothèses. Donc, selon ce médecin, pour le professeur Raoult, la réalité biologique doit donc être ciselée pour entrer dans la forme hypothétique. Et tant pis pour ce qui aurait été supprimé. Les statistiques, la méthode, la reproductibilité aux oubliettes. Et la clé est jetée. Le professeur Raoult, du haut de son génie, ordonne et la réalité obéit. Pour paraphraser Bernanos, la réalité n'est qu'une naine juchée sur les épaules du géant Raoult. Les résultats doivent correspondre aux hypothèses ou du raisonnement de bas étage. Dès la seconde ou troisième année d'université, les étudiants ne font plus ce genre d'erreur. Les professeurs dignes de ce nom le leur apprennent. Est-ce à dire que les équipes de l'IHU Méditerranée n'ont pas le niveau d'un étudiant de licence? Il serait faux de le croire. Les cadres de l'IHU tentent par tous les moyens de se hisser sur le podium des équipes les plus citées au monde. À cela s'ajoute, et les témoignages le décrivent, le culte de la personnalité. On apprend par exemple que les vidéos du professeur Raoult tournent en boucle au sein de l'IHU. Les pauvres. Les résultats doivent correspondre aux hypothèses. C'est pour cela, nous expliquent les médecins qui témoignent, que lors des premiers tests cliniques de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le SARS-CoV-2 sur l'humain, et ici ouvrons les guillemets pour citer, les résultats n'allant pas dans le sens de Didier Raoult, le seuil de positivité des tests PCR a été modifié. Le nombre de cycles étant plus faible pour les patients ayant pris le traitement que pour le groupe témoin. Là, si cela est avéré, et par souci d'être factuel, restons sur le conditionnel. Il s'agirait d'une falsification de résultats, pour reprendre le terme des personnes entendues, d'une fraude manifeste, si l'on n'a pas peur des mots, de bas étage. De bas étage, oui, une possible fraude sans art. Une possible fraude d'un niveau amateur qui passe largement sous les radars du reviewing. En effet, un reviewer ne peut un instant pas imaginer qu'un chercheur, qu'un médecin ait pu changer le nombre de cycles d'une PCR entre deux groupes de patients. Pourriez-vous penser qu'un faussaire imprime ses faux billets en noir et blanc? Impensable, tant ce serait grotesque. Impensable pour un reviewer. Pour un reviewer peut-être, mais pas pour Silviano Trotta. Je vous ai dit que la situation était drôle, qu'il nous a avertis à grands cris de la possibilité de fraude au cycle d'amplification. Ah, jeune Silviano. Tu vois que cette fraude n'a pas servi à gonfler artificiellement le nombre de sujets contaminés au SARS-CoV-2, mais à le diminuer. Hilarant, n'est-ce pas? Une possible fraude sans art et pourtant publiée. Ah, qu'elles sont loin les fraudes détectées par la devenue célèbre Elisabeth Bick,
qui observe tous les jours sur son écran l'ingéniosité de certains faussaires des sciences. Une possible fraude sans art qui a déchiré une partie du monde en deux. Mais faisons un pas de plus et interrogeons-nous. Les faussaires scientifiques ont bien de divisions. Selon le chercheur et journaliste scientifique Nicolas Chevassus-Aulouis, la malscience, pour utiliser son terme, est avouée par 2% des chercheurs interrogés. Le chiffre interroge 2%. Ah, le chercheur que je suis pourrait expliquer qu'en deçà des 5%, ce n'est pas représentatif, certes. Mais tout de même, 2%. 2%, c'est déjà trop. Et puis, avouons-le, une question peut tarauder les esprits taquins. Comment cela se fait-il que personne n'ait dénoncé ces fraudes? Mediapart y répond par l'atmosphère terrible qui règne au sein de l'IHU marseillais. Cela est sans doute une partie de la réponse, mais le tableau n'est pas complet. Il est très difficile pour un chercheur de dénoncer une falsification de résultats au sein de son institut et encore au plus de son équipe. Outre le fait qu'il faudrait qu'il le prouve, il devra convaincre des personnes qui ont confiance à la personne mise en cause, comme son chef de laboratoire ou de service. Il faudrait donc convaincre ces personnes-là qu'elles font mal leur travail en n'étant pas assez attentives sur la production scientifique de leurs collaborateurs. Pas facile, n'est-ce pas? Pas facile et dangereux pour la carrière. Pour reprendre un concept du philosophe Éric Sadin, les chercheurs aussi sont soumis à un isolement collectif. Le nez dans le guidon, on se préoccupe peu des autres et on a peur pour les nôtres. Peu des autres et de leur recherche, on a peur pour les nôtres. Et donc notre place et notre carrière. Cet isolement collectif tue la science. Car s'il est nécessaire de dénoncer les falsifications déjà publiées, il serait plus utile de le faire avant soumission d'un papier. Ah, le papier, alpha et oméga de la vie d'un chercheur. Ah, le papier, que de temps, de matière grise et d'argent investi. Temps et argent perdus, jetés aux ordures de la science, en cas de fraude. Parlons argent. Un fraudeur fiscal qui se fait choper par un contrôleur du fisc paiera une amende. Un fraudeur qui ne paie pas son titre de transport et qui se fait contrôler paiera une amende. Et le chercheur? La science est-elle à ce point en dehors de la société que le fraudeur scientifique ne paiera rien? Pourtant, l'employeur d'un chercheur public est le citoyen ordinaire qui finance une part de la recherche par ses impôts. Ne devrait-il pas alors demander des comptes aux chercheurs fraudeurs? Je vous laisse sur cette réflexion, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez partager bien sûr la vidéo et le texte que j'ai mis dans mon blog. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, d'activer la cloche si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, et n'oubliez pas que vous pouvez aider financièrement la chaîne via Utip. Vous avez le lien en description et vous aurez aussi le lien de l'article de Mediapart en description. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.